Donc bonsoir à tous, donc merci d'être présents. Donc ce soir, il y a donc un groupe d'étudiants de l'ENSAIA qui va intervenir sur la relation entre agriculture et zones humides. Donc pour la petite histoire, il faut rappeler que l'ENSAIA a été le fer de lance du drainage agricole dans les années 70-80. Donc quelque part, l'ENSAIA s'est engagé assez fortement dans le recul des zones humides. Et donc à l'époque, c'était notamment pour une meilleure valorisation des surfaces en herbe, avec un ressuyage plus précoce et une modification des communautés prairiales pour aller vers des graminées notamment qui étaient de meilleure valeur fourragère que celles qui étaient présentes dans les zones humides avant drainage. Donc ça, c'est de l'histoire ancienne. Alors pourquoi c'est aussi intéressant de se pencher sur ce qui s'est passé avant? C'est que les petits jeunes qui sont dans la salle seront de futurs cadres qui seront amenés aussi à prendre des décisions. Et c'est intéressant de s'interroger sur ce qui a été fait avant, ailleurs, et de regarder si finalement les choix qu'on fait aujourd'hui sont forcément fondés, puisqu'ils s'appuient certainement sur des valeurs qui peuvent évoluer dans le temps. Du coup, donc, je vais laisser la parole aux étudiants qui vont vous présenter donc, cette question en 5 parties, donc ils sont affichés ici. Et à la fin, donc, il y aura une petite diapo sur laquelle je reprendrai la parole pour en fait lancer le débat avec la salle. Voilà. Bonjour, moi donc, je vais d'abord vous présenter l'historique des zones humides. Donc d'abord je vais vous définir un petit peu ce qu'est une zone humide. Donc une zone humide, c'est des terrains qui sont exploités ou non, qui sont habituellement inondés ou gorgés d'eau, donc qui peut être soit douce, soit salée, soit saumâtre. Et c'est la végétation qui est présente sur ces zones humides est de caractère hygrophile et elle est présente pendant une partie de l'année. Donc dans un premier temps, je vais parler un peu des zones humides dans le monde et ensuite je me concentrerai plutôt sur la France. Donc sur le plan mondial, il existe une grande diversité de zones humides donc, qui ont divers intérêts. D'abord des intérêts écologiques et environnementaux, donc avec les mangroves qui sont des sites où la biodiversité est très concentrée et très riche. Et aussi au niveau des tourbières où on a une transformation de la matière organique en matière minérale. Ensuite, on a des intérêts agronomiques, puisque les zones humides sont aussi utilisées pour produire du sel dans les marais salants ou bien dans les rizières pour produire du riz. Et enfin, des intérêts économiques et socioculturels, par exemple dans les réserves d'oiseaux, où ce sont des zones où on va avoir des espèces spécifiques et assez rares d'oiseaux, et c'est aussi des sites touristiques. L'homme intervient sur ces zones humides et les influence beaucoup. Et depuis 1970, on observe une grande diminution donc, de l'étendue de ces zones, donc de 51%. C'est pourquoi il existe, on est dans une dynamique aujourd'hui de protection et de conservation de ces zones. Et cette dynamique a débuté en 1971 avec la Convention de Ramsar. Donc l'idée de cette convention est née en 1962, puis ensuite elle s'est développée. Et elle a été rédigée dans la ville de Ramsar en Iran en 1971. Le premier site à rentrer et à être classé comme site Ramsar a été la péninsule de Kobour en Australie. Et ensuite, cette convention a vraiment été mise en place en 1975 lorsque l'UNESCO a accepté d'être dépositaire de la convention. La France est rentrée assez tard dans cette convention en 1986. Et ensuite, cet organisme s'est développé. Donc aujourd'hui, il y a 5 secrétaires généraux qui se sont succédés au bureau de cette convention. Il y a plus de 1000 sites Ramsar. Et ils communiquent au travers d'un site internet, d'une chaîne YouTube et d'une page Facebook. Sur le plan de la France, donc il y a 3 étapes historiques dans le traitement des zones humides. Donc d'abord, entre le XIIIe et le XVIIe siècle, on a eu une valorisation de ces zones. Ces zones étaient utilisées pour produire du poisson. Donc à l'époque, c'était un mets de luxe en fait qui était consommé par les nobles et par les rois, donc c'était les réserves royales. Donc à cette époque, ces zones étaient valorisées. Puis en 1793, lors de la Révolution, ces zones ont été détruites. Donc c'était assez symbolique puisque ça représentait la destruction de la noblesse aussi, avec la Révolution. Et ces zones ont été donc desséchées et drainées par différents acteurs, donc les propriétaires et les maires. Et pendant 30 ans, au cours de 30 ans, on a eu une disparition de 50% de ces zones, ce qui est très important.
Ensuite, on est rentré dans une troisième phase, donc de protection des zones humides. Donc on a supprimé justement l'autorisation qui permettait de drainer et d'assécher ces zones. Et nos connaissances se sont améliorées, ce qui a permis de mieux définir les zones humides et de mieux comprendre l'intérêt qu'il y avait à les préserver, vu qu'elles nous rendaient des services pour nos sociétés. Donc aujourd'hui, on est plus dans une dynamique de conservation et de protection de ces zones. Donc on a vu que la mise en valeur de ces zones a évolué au cours du temps, et cette mise en valeur est aussi beaucoup liée à la perception qu'en a la société et donc à la symbolique. C'est pourquoi on va faire une deuxième partie sur la symbolique. Voilà, donc pour cette deuxième partie, on va parler, comme Rose le disait, du symbolisme des zones humides. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par symbolisme? En fait, c'est comment les divers artistes ont représenté les zones humides à travers leurs œuvres, et notamment dans la littérature, l'architecture ou l'art pictural. Et donc, au cours de nos recherches, ce qui nous a frappé, ce qu'on a remarqué directement, c'est que en fait, ces zones humides créent vraiment un clivage dans la société, c'est-à-dire que c'est un monde vraiment ambivalent, où soit on va voir directement des aspects extrêmement négatifs, tels que la maladie, l'insalubrité, etc. Ou alors, inversement, et à l'opposé, un lieu qui est extrêmement source de richesse et qui va être représenté. Donc ces aspects négatifs ou positifs vont être visibles dans différentes œuvres qu'on va vous présenter maintenant. Donc c'est pourquoi donc ces aspects négatifs et positifs, donc c'est pourquoi les différentes œuvres, en fait, on va vous les classer sur un gradient qui s'étale du positif au négatif selon si le milieu, donc la zone humide, est représenté comme un milieu hostile ou alors source de vie, symbole de luxuriance. Donc, dans un premier temps, on s'est penché sur des enquêtes lexicales avec notamment une étude de la littérature latine ancienne et grecque ancienne. Et donc, on voit donc, ce qui saute aux yeux à la lecture de ces termes, c'est vraiment cette ambivalence avec, dans l'Antiquité latine, un lieu hérissé. Donc, ça désignait vraiment un lieu marginal qui était vraiment très compliqué à maîtriser pour l'être humain à cette époque-là. Mais inversement, il y a certains termes, donc le deuxième là qu'on peut voir ici, locus amenus, qui désigne un lieu plaisant. Et cette ambivalence peut se retrouver également dans la littérature grecque ancienne, avec leimon, le dernier terme qui désigne un lieu d'abondance, de richesse. Donc enfin, ensuite, on a décidé de vous présenter une œuvre qui est bien connue du grand public, qui est le Seigneur des Anneaux. Je pense que vous connaissez tous, j'espère, le roman de Tolkien. Donc c'est vraiment là une représentation qui est extrêmement négative des milieux humides, où on voit vraiment ici un paysage mortifère, sombre, inquiétant, mystérieux, voilà, tout ce que vous voulez. Donc ici, vous pouvez observer deux représentations de zones humides réalisées par deux peintres différents. À gauche, vous avez la mort d'Ophélie d'Eugène Delacroix. Donc Ophélie, le personnage dans Hamlet de Shakespeare. On voit qu'elle tente de se raccrocher à la lumière de la vie et elle est petit à petit emportée par cette eau boueuse sombre vers la mort. Une atmosphère visuelle qui est totalement différente avec les nymphéas de Monet. Donc on a des couleurs beaucoup plus vives. Ici, Monet représente la beauté foisonnante de son jardin et plus particulièrement la beauté du bassin des nymphéas. Donc à partir des années 60, on a une représentation du Marais à travers la peinture contemporaine qui est un petit peu différente. Ici, donc Jean-Gabriel Montador, avec les lois du temps, représente une diversité floristique d'un marais maritime. Vous pouvez voir au premier plan des roseaux et puis plus loin, vers des milieux un peu plus salés, des lignes de joncs. Et cette diversité floristique, elle existe. Comme vous pouvez le voir avec la photo de droite qui représente le même lieu à une époque différente avec une prise de vue un petit peu différente aussi. Mais on retrouve bien cette diversité floristique. Donc ici, le Marais est représenté pour ce qu'il est, pas pour représenter autre chose, un autre sujet. Donc au final, on peut classer, comme on l'a dit précédemment, toutes ces représentations selon un gradient du négatif au positif. Et donc, selon le symbole qu'on va associer à ces zones humides, on va y vivre d'une manière ou d'une autre. Ça peut être représenté par deux exemples. Le premier, ça va être celui des Gaulois avant la romanisation. Les Gaulois, ils sanctuarisaient les lacs, les fleuves, les marais. Et ce culte, c'était comme celui des arbres. Il était basé sur l'idée de ne pas avilir la majesté des dieux par la grossièreté des idées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des lieux sacrés
ils sont inviolables. Il ne faut pas les toucher, il ne faut pas les défricher, il ne faut pas les dessécher. À droite, vous avez une photo d'un chapiteau d'une abbaye. Vous pouvez voir la feuille d'eau cistelle, qui est le symbole de l'ordre des cisterciens. Pourquoi ? Parce que les abbayes cisterciennes, elles étaient souvent construites sur des milieux hostiles, des milieux, des zones humides. Déjà parce que y avait peu d'habitants, donc on allait chasser moins de paysans, mais aussi donc c'était des zones inondables, souvent marécageuses. Et donc par nécessité, les cisterciens ont inventé de nouveaux systèmes hydrauliques et ils ont participé à l'aménagement du territoire, un aménagement qui a participé à la transformation de l'Europe au XIIe et au XIIIe siècle. Donc ici, on voit bien deux exemples entre le lieu qui est sacré, qu'il ne faut pas toucher, et le lieu qu'on va aménager, transformer. Donc au final, l'identité d'un lieu va dépendre du symbole qu'on va associer à ce lieu. Voilà, donc comme l'a évoqué un peu Opaline, donc selon vraiment la représentation qu'on va avoir de ces zones humides, on va avoir diverses transformations par l'homme. Et pour finir donc cette dernière œuvre qu'on a choisie, donc c'est un film qui montre vraiment ici la réalité de la vie dans les marais. Donc c'est les enfants du marais et qui montre notamment la transformation par l'homme de ce type de territoire. Car on apprend donc à la fin du film que ce marais, donc, qui nous est décrit pendant la majorité du film comme un lieu qui est extrêmement source de vie, qui fournit également un cadre de vie. Donc on apprend à la fin de ce film que ce lieu a été totalement artificialisé par l'homme, car on apprend que le marais a été complètement asséché pour y établir à la place une zone commerciale. Donc voilà, c'est une œuvre en plus qui montre l'action de l'homme sur ce type de milieu. Donc voilà, pour conclure, on a donc relevé différentes œuvres qu'on a pu vous classer, comme on le disait, selon l'axe négatif-positif. Mais on a également relevé un deuxième type d'axe qui classe les œuvres selon si la vision est plus ou moins réaliste ou imaginaire. C'est-à-dire qu'on a pu voir par exemple différents tableaux qu'on peut voir ici qui représentent vraiment des espèces identifiables, on va dire, dans le réel. Et contrairement à ça, donc différents tableaux qui ont une représentation un peu plus imagée de ces zones humides. Et donc on va voir, comme je le disais un peu au début, cette représentation qu'on se fait des zones humides, elle va avoir sans aucun doute des conséquences sur le traitement qu'on va avoir de ces zones, et notamment par l'agriculture. Donc on va maintenant vous présenter l'agriculture comme un acteur de la destruction des zones humides et l'éradication de ces milieux via la pression de l'homme, mais aussi via l'agriculture. Donc en un siècle, la France a perdu 2/3 de sa surface en zone humide, soit l'équivalent de 3 fois la Corse. Et depuis 1970, comme l'a dit Rose, on a eu une diminution plus importante puisqu'on a perdu 51% de ce territoire. Aujourd'hui, les zones humides représentent uniquement 3% du territoire français. À titre d'exemple, le Marais Poitevin a perdu la moitié de son territoire, soit 30 000 hectares en seulement 30 ans. Et donc, on peut se demander en quoi les actions de l'homme ont une influence sur la dégradation des zones humides, quelles en sont les raisons et les conséquences. Donc pourquoi l'agriculture modifie-t-elle les zones humides ? Donc si on se place sur une zone humide avec un drainage plus ou moins complet, donc on peut avoir une zone humide en pâture, donc pour le bovin laitier, le bovin viande, l'ovin et le caprin. Et donc ça c'est un peu avant 1975. Et après 1975, on a une intensification de l'agriculture, des aides au drainage, qui font que ces prairies vont être drainées entièrement et retournées pour faire du maïs en silage. Donc on rentre les bêtes et on les nourrit au maïs en silage pour que ce soit un élevage plus intensif. Mais le maïs en silage demande plus d'intrants, donc des phytos, des amendements, des engrais. Donc cette mutation a été épaulée. Donc comme on peut le voir, les superficies drainées ont augmenté à partir des années 70. Et dans les années 80, on a une grande partie de ces superficies qui sont subventionnées. Donc on a en 1988 80 000 hectares drainés qui ont été subventionnés.
Et les subventions ont cependant diminué après ces années pour finir à 6 000 hectares en 2000. Et entre 1988 et 2000, on a plus de la moitié des superficies drainées qui étaient subventionnées. Mais les subventions donc, de l'État et des collectivités territoriales n'étaient pas le seul moyen pour aider les agriculteurs à drainer. Il y avait aussi des taux préférentiels pour les emprunts, donc au crédit agricole et au crédit foncier. Et on peut constater également 2 pics en 1996 et 1997 qui sont dus au premier pilier de la PAC qui favorisait les céréales et donc poussait les agriculteurs à faire plus de céréales et donc retourner leurs prairies. Donc comment se font ces modifications et pourquoi? Donc on peut avoir une destruction totale des zones humides et de leur écosystème. Donc par exemple pour détruire des nuisibles donc, comme les moustiques vecteurs de maladies ou pour permettre l'urbanisation de nouvelles surfaces ou au profit des cultures pour intensifier l'agriculture. Et ces destructions totales peuvent se faire par assèchement ou par emblaiement. Donc nous on va s'intéresser au drainage. Donc le drainage permet de retourner les prairies humides pour les mettre en culture. Donc on a différents types de drainage qu'on peut voir sur le schéma. Donc sous les cultures, on met des drains enterrés à 80 ou 1,20 m de profondeur. Au départ, ils étaient en grès, maintenant ils sont en matériaux synthétiques. Et ces drains débouchent sur des fossés à ciel ouvert qui permettent donc leur évacuation. Et des fossés à ciel ouvert peuvent être également utilisés pour le rabattement des nappes. Donc là aussi, on a l'évolution donc des zones humides qui ont été drainées. Donc on peut voir qu'à partir des années 70, on a une forte augmentation des zones humides drainées. Donc dans les années 70, on est à peu près à 500 000 hectares de zones humides drainées pour passer à presque 3 millions en 2000. Et donc, comme on l'a vu précédemment, ces drainages ont été permis avec les taux préférentiels, les aides et le pilier de la PAC. Et surtout, en fait, les agriculteurs pouvaient drainer sans souci environnemental. Il n'y avait pas besoin de faire d'études préalables pour savoir ce que ça allait induire de drainer leurs parcelles. Et c'est plus le cas aujourd'hui avec la loi sur l'eau qui empêche cela. Donc il y a aussi eu une destruction plutôt partielle des zones humides par l'agriculture, notamment tout d'abord par le prélèvement d'eau pour l'irrigation. Donc les agriculteurs utilisaient souvent l'eau des zones humides pour irriguer leur culture. De même, la populiculture, qui est la culture du peuplier, utilise beaucoup l'eau issue de ces zones, puisque ces peupliers sont généralement plantés au niveau, sur les bords sur les berges. On observe aussi des aménagements des cours d'eau qui peuvent être pour l'agriculture ou encore pour l'urbanisation, par exemple. Et aussi une intensification de la pisciculture en eau douce, donc qui va impacter la qualité des eaux présentes sur ces zones humides. Et enfin, une destruction partielle par la pollution agricole qui va impacter la qualité de l'eau, comme on va le voir plus précisément après. Donc, quelles conséquences sur les milieux ? La dégradation de ces zones humides va impacter le patrimoine naturel et donc va diminuer le nombre d'habitats et les milieux de vie pour les espèces végétales et animales. Donc cela va causer une diminution du nombre d'espèces et donc de forts impacts sur la population, comme par exemple le vison d'Europe. Et on va aussi avoir en parallèle une perte de la qualité de l'eau liée aux pesticides. On peut observer que 92% des cours d'eau sont pollués en France, donc avec la carte sur la droite, avec une teneur moyenne dans les cours d'eau qui est généralement faible, mais où on peut observer des pics localisés au niveau de certaines régions agricoles et une forte variabilité en fonction de la saison de culture. Les zones touchées sont généralement les grandes cultures, les zones viticoles, mais aussi les secteurs spécifiques comme dans les dom-toms au niveau des bananeraies avec l'utilisation de la chlordécone. Et donc comme on peut le voir avec les deux cartes, on observe
une répartition de cette pollution au niveau des zones de grande culture et zones viticoles. Et ces produits sont en général des désherbants à temps de dégradation important. Donc, pour prendre l'exemple de l'atrazine qui a été éliminée il y a plusieurs années, c'est l'un des pesticides que l'on retrouve encore le plus souvent dans les zones humides, notamment parce qu'il met longtemps à se dégrader. Et donc, des solutions ont été mises en place, comme la directive cadre sur l'eau ou encore l'utilisation de bandes enherbées pour limiter ces impacts négatifs. Donc, en 1992, plusieurs mesures agro-environnementales ont été mises en place de manière volontaire et elles ont été transformées en 2005 avec une mesure de la PAC qui les a rendues obligatoires, avec par exemple une surface de bande enherbée qui devait représenter 0,05 hectares de la parcelle, avec une largeur d'au moins 5 mètres entre la zone cultivée et les plans d'eau, et qui était réservée aux cultures annuelles pour les producteurs, pour les grands producteurs. Et en 2009-2010, cette mesure elle a été intensifiée, puisque les bandes enherbées concernent actuellement tous les producteurs et tout type de culture. Donc on a pu observer que ces bandes enherbées possédaient différents impacts, notamment la limitation du transfert de produits phytosanitaires et la protection contre la dérive des produits de traitement, mais aussi pour les zones qui étaient préalablement drainées, un processus de dénitrification amélioré. Et en lien avec ces bandes enherbées, on a eu aussi l'instauration de zones humides compensatoires, donc qui consistent en la création de petites zones humides au niveau de la sortie des drains qui étaient préalablement installés. Et pour conclure, d'importantes modifications du paysage ont eu lieu depuis notamment en 1970, avec de différents niveaux de destruction qui n'ont pas toujours été voulus par les agriculteurs. Néanmoins, après 2010 et le Millennium Ecosystem Assessment, on a eu une prise de conscience au niveau de ces impacts négatifs et donc une remise en valeur de ces zones par la mise en place des services écosystémiques. Donc la question qu'on va pouvoir se poser maintenant, c'est quelle valeur on va donner à nos zones humides. On peut voir que les zones humides ont de nombreuses fonctions. Et à partir de ça, on peut en tirer une notion qui est celle des services écosystémiques. Donc c'est une notion qui est apparue dans les années 90 pour le Millennium Ecosystem Assessment. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter la définition du Commissariat général du développement durable de 2017, donc qui est remise au goût du jour. Et cette définition, c'est que les services écosystémiques sont les avantages retirés par l'homme de son utilisation actuelle ou future des diverses fonctions des écosystèmes, tout en garantissant le maintien de ces avantages dans la durée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire grosso modo 3 choses. Premièrement, que les écosystèmes ont des fonctions. Ensuite, que l'homme peut mettre à profit ces fonctions. Et enfin, qu'on a une conséquence dans le temps, que ce soit avec une certaine résilience des services écosystémiques, mais aussi que cette résilience peut être impactée par une action trop forte de l'homme. Donc, on peut faire une typologie de ces services écosystémiques sous 3 types. Donc, tout d'abord, des services d'approvisionnement, donc que ce soit par la pisciculture, mais on a aussi parlé de la riziculture. On a aussi des services de régulation et de support, notamment par les services de régulation des crues. Et on peut aussi avoir des services culturels qui peuvent, par exemple, être de loisirs. Je vais vous présenter un service écosystémique très important et qui a de forts liens avec l'agriculture. C'est celui de l'épuration des eaux. Et donc ça, c'est un service majeur. On a parlé des principaux polluants de nos zones humides, qui sont les nitrates, qui vont être exportés toute l'année, et les produits phytosanitaires, qui seront exportés sur des périodes plutôt courtes et à des moments précis. Il faut savoir donc que le fonctionnement de ce service écosystémique est très lent. On va avoir l'effet de bactéries et de lumière qui vont dégrader les polluants. Et ce qui va vraiment être très important, ça va être le temps de résidence dans l'eau.
Donc la végétation va aussi avoir un rôle important, notamment donc, pour ralentir les écoulements, ce qui va augmenter le temps de résidence, mais aussi fournir le carbone nécessaire à l'activité microbiologique. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi mesurer la valeur économique d'une zone humide ? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un point de comparaison simple et un bon moyen de comprendre la valeur de nos zones humides, mais il va falloir faire très attention. C'est pas parce qu'on donne une valeur économique d'une zone humide qu'on essaye de la vendre ou qu'on veut dire que certaines zones humides ou certains services écosystémiques valent plus que d'autres. C'est vraiment un outil pour comprendre la valeur de nos services écosystémiques et ici de nos zones humides. Donc, en plus, il faut savoir que c'est quelque chose d'assez difficile à mesurer, donc on va faire des approximations. Et il y a certains services écosystémiques qui ne sont pas quantifiables économiquement, notamment c'est très difficile sur la biodiversité. Donc, comment on va faire ces mesures ? Donc, on va avoir deux gros types de mesures qui seront soit des coûts évités ou alors des produits directs. Et dans tous les cas, on les fera au cas, par service écosystémique. Donc, je vais vous donner un premier exemple sur un service d'approvisionnement. Donc, par exemple, la pisciculture dans l'étang de Brenne. Ici, on a évalué donc, un service à une valeur d'1,4 million d'euros par an. Pour un service de régulation, ici, la purification de l'eau, dont on a parlé tout à l'heure, dans les marais bretons, qui s'élève à peu près 3 millions d'euros par an. Pardon. Et enfin, sur un service culturel, donc ici une simple promenade dans les tourbières du Césaillet, on va arriver à 40 000 à 600 000 euros par an. Donc on peut voir que les valeurs sont très différentes selon les endroits et on va avoir besoin d'une unité commune qui seront des moyennes par hectare et par an. Donc comment on va mesurer exactement sur un service en particulier ? Ici, je vais vous parler du service de rétention des crues sur la zone humide de la Loire bourguignonne. Et la question importante ici, c'est que doit-on investir pour rendre artificiellement le même service que cette zone humide ? Donc on va travailler par un coût évité. Donc la capacité de stockage de cette zone humide, elle est de 500 millions à 700 millions de mètres cubes par an, ce qui correspond sur le cours d'eau à une diminution d'environ 20 à 50 cm. On va essayer de trouver un équivalent à ce service écosystémique et il se trouve que dans la région, il existe un barrage, le barrage de Villeray, et que ce barrage donc, a des coûts de fonctionnement de 0,4 à 2 millions d'euros par an. Et donc on peut estimer la valeur de la zone humide par rapport au coût évité, c'est-à-dire de 0,4 à 2 millions d'euros par an. Donc si on garde cette typologie et qu'on fait une moyenne, non pas sur un hectare, mais non pas sur une région, mais sur la totalité du territoire français, on peut arriver à d'abord une valeur basse de 2 400 euros par hectare par an ou une valeur haute de 7 000 euros par hectare et par an, ce qui correspond sur l'intégralité du territoire à donc entre 6 milliards et 20 milliards d'euros par an, ce qui est quand même assez considérable. On peut voir qu'on a retrouvé une valeur à nos zones humides et que là où avant l'agriculture avait un rôle plutôt destructeur, l'agriculture va être aujourd'hui nécessaire dans la gestion de ces zones humides parce que ces zones humides ont besoin d'une gestion. Donc, pour finir cette présentation, donc on va voir que l'intervention de l'homme et notamment de l'agriculteur est essentielle pour maintenir ces zones humides. Donc on va commencer avec la structure de la zone humide. Donc on a d'abord une étendue d'eau donc qui est plus ou moins profonde. À la périphérie, cette zone elle remonte en pente douce et donc cette zone est appelée la roselière et on trouve de nombreuses espèces végétales, notamment les roseaux. Et ensuite, on a une partie plus boisée, ça peut être également des prairies, donc c'est une zone plus sèche. Donc au sein de ces différentes zones sont présentes de nombreuses espèces, donc on vous a mis quelques exemples. Et ce qu'il faut noter, c'est que chaque zone est essentielle au maintien de ces espèces. En effet, certaines se nourrissent dans la zone boisée, puis nichent dans la roselière et se reproduisent dans l'étendue d'eau. Le problème, c'est que si l'agriculteur n'intervient pas, ces zones vont se dégrader et la zone humide va se fermer. Donc, en effet, l'étendue d'eau va se combler petit à petit par le dépôt de matière organique, c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. La roselière va proliférer de façon abondante et du coup va envahir l'étendue d'eau. Et la zone boisée, elle, va également proliférer et
peut par exemple fermer les prairies. Donc il faut aussi noter que 30% des espèces qui sont présentes dans ces zones sont menacées. Donc l'un des enjeux majeurs du maintien des zones humides est la biodiversité. Donc il y a d'autres enjeux qui sont présentés, mais en parallèle des enjeux des zones humides, il y a les enjeux des exploitations agricoles. Le problème, c'est que les deux enjeux ne sont pas forcément compatibles. Du coup, il faut trouver des compromis et ça pose de nombreuses questions. Par exemple, quelle conduite d'élevage on va pouvoir mettre en place et par exemple, quelles sont les limites de l'intervention humaine. Donc on a choisi de vous présenter deux exemples. Donc tout d'abord la pisciculture d'étang et ensuite le pâturage. Donc la pisciculture d'étang, donc à l'origine, a eu tendance à intensification. Le problème, c'est que c'est des pratiques qui sont pas forcément rentables. Du coup, on est passé à des systèmes plutôt extensifs pour valoriser les externalités, et notamment cette biodiversité. Donc comment ça se présente la pisciculture d'élevage? Donc on remplit l'étang, donc avec de l'eau. Ensuite, on introduit différentes espèces de poissons. Donc il y a des carnassiers, des espèces qui mangent le plancton. Et en fait, par le système des chaînes alimentaires, la population va s'autoréguler toute seule. Donc il y a absence totale d'intrants. Et lorsque la production est prête à être commercialisée, l'étang est vidé et on récupère la production. Donc pour maintenir cette production, on a différentes méthodes d'intervention de l'agriculteur. Donc il y a des méthodes chimiques qui sont plus du tout utilisées aujourd'hui. Ensuite, il y a des méthodes biologiques qui sont plus anecdotiques. Aujourd'hui, on utilise des méthodes physiques. Donc il y a le faucardage. Donc par exemple, c'est la première photo qu'il y a à gauche. Ensuite, on fait du désenvasement, du fraisage de nénuphars ou encore la coupe de roseaux, c'est la photo tout à droite. Donc l'intérêt de cet entretien, c'est à la fois maintenir notre productivité de poissons et ensuite maintenir la biodiversité. Et cette biodiversité est maintenue parce qu'on maintient la bonne structure de la zone humide. Et maintenant, on va passer au deuxième exemple qui est le pâturage. Donc nous allons maintenant voir comment le pâturage peut être un outil de gestion de ces zones humides à travers 3 exemples. Donc le premier exemple, c'était la conservation des zones humides en Isère qui s'est faite par l'introduction de chevaux de race camarguaise. Donc un point essentiel de cette réintroduction de l'agriculture sur les zones humides, donc c'est le choix de l'espèce, comme nous l'avons dit précédemment, puisque c'est elle qui va permettre donc de valoriser la biodiversité que l'on veut retrouver. Donc ici, on a choisi des chevaux de race camarguaise par leur docilité et leur agilité qui leur permet de parcourir donc ces zones humides qui sont, comme on l'a vu précédemment, des milieux très contraignants. Ils ont également une capacité à gérer les espèces ligneuses qui présentent un problème et qui sont la source donc de la fermeture de ces zones humides. Et également, c'est une espèce rustique qui peut vivre dehors toute l'année. Donc ensuite, on a un autre point clé pour la gestion des zones humides par le pâturage, c'est donc quel type de pâturage on va choisir. Ici, il a été choisi un pâturage tournant. En effet, cela présente l'avantage de donner une disponibilité des ressources alimentaires donc, qui est étalée sur toute l'année, ce qui permet aussi de gérer les parasites puisqu'elle évite la dissémination. Mais ce qui est surtout très important ici et qui nous intéresse, c'est qu'elle permet un bouclage des cycles des espèces. En effet, si les espèces sont soumises au pâturage à un stade de végétation qui ne sera pas compromettant pour l'accomplissement du cycle, on va pouvoir avoir donc tout le cycle de l'espèce qui se développe et ainsi retrouver une biodiversité par la gestion du pâturage qui va permettre donc de diminuer la compétition des espèces invasives et donc de retrouver ces espèces inféodées à ces milieux particuliers. On peut ainsi retrouver par exemple la sanguisorbe officinale qui va se remettre en place et qui par sa présence va permettre de retrouver également l'azurée, dont la plante hôte est la sanguisorbe officinale. L'azurée présente aussi une autre particularité, c'est que son cycle ne peut s'accomplir qu'en présence d'une deuxième espèce qui est la fourmi, qui va permettre d'élever la chenille jusqu'au stade nymphe, et qui va pouvoir ainsi accomplir son cycle. Donc on voit en fait qu'à travers le pâturage qui va limiter l'invasion par d'autres espèces et donc la compétition de ces espèces inféodées au milieu humide, on va avoir un retour d'une biodiversité particulière.
On peut prendre ensuite un deuxième exemple, qui est la conservation des zones humides en Aquitaine par la réintroduction des vaches de race marine. En effet, c'est un milieu qui a connu une grande évolution au début du 19e siècle, puisqu'il a été asséché par des pratiques humaines, et notamment l'implantation de pains maritimes, comme on l'a vu précédemment, par une volonté de trouver plus de productivité dans ces milieux qui étaient considérés comme peu fertiles et donc peu productifs. Et donc au fur et à mesure, on s'est rendu compte de l'importance de ces milieux, et par la réintroduction de cette espèce, on peut avoir un dégagement des espaces boisés et retrouver donc ces milieux. Et on voit aussi également l'intérêt des races rustiques dans la gestion de ces milieux, et ce qui permet aussi d'avoir une valeur ajoutée et de garder ces races rustiques, mais en même temps de conserver une biodiversité, puisque ces milieux peuvent être très divers. On peut prendre ensuite un dernier exemple, qui est la valorisation des zones humides en baie de Somme par l'introduction d'ovins dans les présalés, qui va pouvoir apporter une valeur aux produits cette fois-ci. En effet, les ovins qui ont été introduits ont la capacité donc de pâturer des espèces des milieux halophiles, et vont pouvoir aussi parcourir de grandes distances sur des étendues sableuses, qui n'est pas forcément le cas de toutes les espèces. Et par cette alimentation particulière, on va avoir donc la production d'un produit typique, qui est l'agneau de présalé, et qui va pouvoir être valorisé par des signes de qualité comme un AOP. On a également d'autres intérêts à ce pâturage par les ovins. En effet, ces milieux sont envahis rapidement par la puccinelle et l'aspartine, qui vont fermer les milieux, comme on l'a vu précédemment, et donc contribuer à la disparition des espèces des zones humides. Et par le pâturage des ovins, cette invasion va être freinée, et on va pouvoir avoir le maintien de certaines espèces, comme le bécassin à long bec. Donc pour conclure, on peut donc signaler qu'il y a une différence de rentabilité forcément entre les systèmes intensifs et ces systèmes-là qui seront des systèmes extensifs. Il y a en effet une différence entre l'optimum de conservation des milieux et le maximum de productivité qui ne peut pas être atteint dans ces milieux, et il va falloir donc trouver des moyens pour pouvoir les maintenir. Et cela va passer par la valorisation des externalités positives. Donc une externalité, c'est tout ce qui va être autour du service de production principal que va produire l'agriculture. Et cela peut être par exemple la conservation de la biodiversité naturelle particulière, qui va pouvoir favoriser l'agrotourisme, ou encore la valorisation de la typicité, comme on l'a vu, avec des démarches de qualité, comme les AOP, et qui vont être là présentes dans une valorisation au niveau d'un prix qui va être un peu plus élevé. Et enfin, ça peut être également la rémunération des services écosystémiques, comme on l'a vu précédemment avec Erwan, sur par exemple la régulation de l'eau et son épuration. Et pour finir, on a également une reconnaissance de ces externalités positives par le soutien de divers acteurs via des aides comme les MAE. Donc pour lancer le débat, donc là la photo qui est présentée, c'est la photo du marais d'Orx, donc dans le département des Landes. Et en fait, comme c'était souligné, quand Napoléon Ier ou Napoléon III sont allés faire un tour par là-bas, ils ont trouvé que les Landes, c'était vraiment un terrain qui était, on va dire, insalubre, mal valorisé. Et ils ont décidé de la valorisation maximum du territoire national. Et ce qu'on peut voir sur la photo, donc en haut à droite, c'est une station de pompage. Donc en fait, ils ont mis en place une stratégie pour assécher ces marais, donc qui va donner dans l'arrière-pays donc toute la forêt de pins maritimes, et dans ces marais une intensification agricole qui va déboucher petit à petit à ce qu'on voit sur la photo. Donc il y a en fait un comblement complet du marais avec une maïsiculture et donc forcément la disparition de la zone humide. Et malheureusement, avec la crise énergétique des années 70, le fait de pomper l'eau pour la renvoyer vers l'océan va coûter trop cher. Donc petit à petit, cette activité agricole va disparaître. Et en 1989, on va avoir une acquisition du site par le conservateur du littoral avec un syndicat mixte de gestion, et le marais d'Orx va devenir une réserve naturelle.
Donc ce qui est amusant là-dedans, c'est de se dire que le même milieu, donc, qui est ici, pris en photo ici, on va porter deux regards complètement opposés au cours du temps. Une zone insalubre qu'il faut éliminer pour en faire une zone productive, et aujourd'hui, au contraire, une zone quelque part à la fois récréative, richesse de biodiversité, et sur lesquelles donc, les gens vont se déplacer pour en profiter. Donc l'idée par rapport à ça, c'est d'ouvrir le débat sur peut-être dans la salle, comment vous positionnez par rapport à cette évolution du regard sur les zones humides, et qu'est-ce que, enfin, dans ce que les élèves ont pu vous montrer, qu'est-ce qui vous amène à vous poser des questions et à prendre position par rapport à la considération sociétale vis-à-vis des zones humides. Donc, à vous la parole. Oui, alors je suis prof à l'école, pour ceux qui... Donc comme ça, je vous félicite, c'était vraiment très intéressant et très clair. Moi j'ai quelques remarques, mais je vais essayer d'être synthétique. Sur la partie des services écosystémiques, je vous ai trouvé très économique. C'est vraiment une réaction d'ingénieur tout ça. Pourquoi ? Parce que l'économie de l'environnement définit aussi une valeur d'usage, mais une valeur de non-usage. Et vous êtes vraiment resté sur la valeur d'usage. Aujourd'hui, une zone humide a le droit d'exister en tant que telle, sans forcément... Moi, je reviens à la définition d'Erwan. Avantage retiré par l'homme. Moi, ça me suffit, je m'arrête. Donc, si je n'apporte pas d'avantage à l'homme, je n'ai pas le droit d'exister. Quelle est votre perception par rapport à cette question qui est un petit peu provocante ? Alors je comprends très bien qu'il faut mesurer les choses. Pourquoi ? Parce que derrière on peut aller plus loin. Vous avez parlé de dispositifs compensatoires. Qu'est-ce que c'est qu'une zone humide compensatoire ? Donc j'ai le droit de détruire quelque chose, et je le compense ailleurs. Et je vais compenser quoi ? Quelque chose qui avait une valeur d'existence en tant que tel, je le détruis, il est détruit, donc il n'a plus de valeur d'existence. Donc est-ce que vous trouvez des limites à ces questions purement économiques ? Alors, déjà, il y a deux choses. Je n'ai pas seulement parlé de valeur à l'homme. On pourrait raccrocher ce courant de pensée-là plus à la définition de service écosystémique, service écosystémique du MEA. Aujourd'hui, on n'est plus sur une vision donc, de valeur à l'homme, mais surtout si l'homme... il y a vraiment la question de fonctionnalité et de l'apport de l'homme dedans. Donc déjà, on a une petite... on a quelque chose en plus, c'est l'homme va pas seulement prendre, il va devoir apporter. Et c'est là où on voit qu'il y a une différence. C'est pas seulement... je reviendrai après sur la valeur d'existence. Hein. Mais c'est pas seulement une ressource, c'est une fonctionnalité qu'on peut faire fonctionner, ou pas d'ailleurs. D'où le principe de disservice. Pour revenir sur la question d'existence, c'est là où j'ai essayé d'expliquer que c'est seulement un outil. Il ne faut pas aller plus loin sur, à mon avis, mais c'est mon avis personnel, des économistes ne seraient pas forcément d'accord avec moi, sur le prix qu'on donne aux zones humides, c'est vraiment pour montrer qu'elles ont une valeur. Parce que cette valeur, même s'il y a une valeur d'existence, on ne la voit pas forcément. Parce que quelqu'un qui habite à Nancy, quand on lui parle des marais bretons, il ne sait pas ce que c'est. Donc, bien sûr, il y a une valeur d'existence. Bien sûr, c'est important et c'est là où on va avoir toutes les questions de biodiversité, parce que même si on ne la voit pas, elle existe, et même si on a du mal à mettre un prix dessus, eh ben, tant mieux, parce qu'au final, il ne faut peut-être pas. Mais ce qui va être important ici, c'est vraiment d'ouvrir les yeux, et de faire ouvrir les yeux aux personnes. Donc, c'était voulu d'orienter cette partie principalement sur l'économie, histoire justement de faire réagir. Mais bien sûr, il y a une valeur d'existence, et c'est d'ailleurs pour ça qu'après, je pense qu'on a parlé des mesures, pas forcément compensatoires, mais protectrices, parce que ça ne fait pas tout. C'est juste une petite réaction pour rebondir par rapport à la question et à cette réponse. C'est que je pense aussi que quand vous avez donné une valeur économique à la zone humide, votre valeur économique, elle était un petit peu sous-estimée, dans le sens où vous l'avez évaluée par rapport à une fonction en particulier, là qui était la fonction que vous pouviez comparer à celle qui était apportée par le barrage. Mais la fonction, la zone humide, elle apporte plusieurs fonctions en dehors de celle qui peut être compensée aussi par le barrage, notamment aussi au niveau de l'aspect touristique, de l'aspect, plus au niveau de la fonction aussi en lien avec les régulations par rapport à la diversité floristique, faunistique, etc.
Et si on prend en compte aussi tous les aspects économiques qui tournent autour des zones humides, je pense que la valeur vraiment peut être beaucoup plus importante. Voilà, c'était juste une petite réaction. C'est tout à fait vrai. C'est pour ça qu'en fait, ce que j'ai essayé de faire transparaître, c'est que le calcul doit se faire non pas par zone humide, mais par service écosystémique. Et là, ce que je présentais, c'était vraiment le service de régulation des crues. Mais bien sûr, si j'avais voulu donner la valeur de la zone humide de la Loire bourguignonne, il aurait fallu ajouter le service de captage d'eau, comme vous avez dit aussi, le service touristique. Mais c'est pour ça que le calcul ne doit pas se faire seulement sur une zone humide, parce qu'on risque soit d'oublier des choses, soit de compter 2 fois le même service. C'est pour ça que c'est plus simple de comptabiliser par service écosystémique. Bon, je pense que... Excusez-moi, je ne suis pas agriculteur, moi je suis mineur de formation. Enfin, bon. Et je m'intéresse énormément depuis une trentaine d'années au problème de dénitrification des sols. Et très sincèrement, je ne sais pas comment dénitrifier s'il n'y a pas de zone humide. C'est très clair en Bretagne. Hein. Alors maintenant, faire un calcul uniquement comptable en disant bon, combien coûtent les marées vertes, combien coûtent, etc., bon, c'est utopique. Hein. C'est un problème qualitatif et je pense qu'il faut se battre, mais vraiment se battre à l'heure actuelle, parce qu'il y a eu régression des zones humides, pour les redévelopper et leur redonner les fonctions qu'elles avaient. Alors quand on a dit tout à l'heure, par exemple, les abbayes, mais toute abbaye se mettait au niveau d'un cours d'eau dans un vallon, que ce soit Cîteaux, que ce soit... Enfin, tout. Pourquoi? Tout simplement parce que le vendredi, il fallait manger du poisson. Hein. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette symbiose entre les abbayes et puis les zones humides. C'est clair. Mais je crois qu'il faut se battre pied à pied pour que les zones humides soient remises en état, se battre contre cette mode qui a consisté à remblayer une zone humide pour en faire un parking. Hein, allez en Bretagne, vous verrez, etc. Hein, je m'en excuse. Merci. C'est le corps. Un breton qui va intervenir, non? Non, je suis lorrain. Alors c'est plus une question, parce qu'effectivement, cette notion de valeur, l'importance de la notion de valeur dans l'exposé m'a un petit peu surprise. Et du coup, dans la pratique, dans tous les aménagements du territoire, est-ce que cette notion de valeur est devenue importante? Est-ce qu'elle est utilisée ou est-ce que c'est théorique? Décidément, c'est le seul garçon du groupe qui est sollicité par les questions. Il va falloir diversifier les questions après. Depuis peu, plus ou moins, c'est aussi un des intérêts, entre guillemets, de la vision économique, c'est d'apporter aux collectivités quelque chose de tangible pour qu'ils puissent agir dessus. Donc oui, depuis, ça c'est quelque chose qui est en train de se faire. Il me semblait que c'était votre sujet là en ce moment. Bon, du coup, pour répondre à la madame qui vient de prendre la parole, moi je suis en stage à la région Grand Est en ce moment, au service eau et biodiversité. Et du coup, la région est en train de se pencher sur le sujet prairie et permanente, dont prairie en zone humide. Et en fait, un des objectifs, donc, c'est de trouver un dispositif de soutien et de valorisation à ces zones-là. Et une des pistes qu'on est en train d'étudier serait éventuellement la mise en place d'une rémunération des services écosystémiques rendus par les prairies. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être de plus en plus dans la réflexion, parce qu'on pense que pour les collectivités et pour les acteurs du territoire, c'est un outil important, comme vous l'avez très bien dit. Et en fait, on s'est rendu compte également, en enquêtant un peu partout, que l'aspect économique parlait beaucoup plus aux collectivités que l'aspect papillon et roseau.
Et du coup, on est en train de réfléchir justement à comment évaluer cette valeur environnementale par le biais d'une valeur économique. Et c'est vrai que c'est très compliqué à mettre en place, mais on y travaille. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? C'est pour me faire marcher dans tous les sens du terme. C'est une question un petit peu générale. Est-ce qu'on a encore des zones humides non anthropisées en France? Parce qu'en fait, il y a quelques années, on est allé avec les élèves de l'école en Camargue. Et la Camargue, c'est complètement une construction anthropique. Et c'est assez rigolo parce que les exemples que vous donnez, et c'est assez intéressant parce que je pense que si on interroge les gens, et ça aurait été intéressant que vous le fassiez, d'interroger les gens dans la rue, les zones humides, c'est naturel. Et là, j'ai cru comprendre, je crois que c'est Evelyne qui en a parlé, qu'en fait, les zones humides, elles sont complètement construites. Et si on veut retrouver le papillon truc bidule, là, il faut qu'il ait tout le cycle. Et il faut donc... Est-ce qu'aujourd'hui, on a des zones humides en France qui ne sont pas anthropisées et qui, à part les tourbières, hein, parce qu'elles sont tout là-haut, elles ne servent à rien. Non, je caricature évidemment. Quelle est votre position sur cette question de la reconstruction humaine par l'homme de ces zones humides, etc., etc. Donc, comme on l'a dit au début de notre exposé, donc les zones humides sont vraiment des étendues qui sont des zones de transition en fait entre un état pionnier et un état avancé où on aura le développement de strates plus hautes comme les arbres. Donc en fait c'est vraiment un état qui ne peut pas durer s'il n'y a pas d'intervention humaine. On aura toujours une fermeture comme l'a montré Claire avec une colonisation progressive des milieux par les ligneux. Et donc la mise en place de forêts, c'est comme les prairies en fait, ce sont des milieux qui sont voués à se fermer. Et si on a voulu conserver ces zones humides, c'est avant tout parce qu'on s'est rendu compte qu'ils présentaient une diversité très intéressante et que l'on voulait conserver. Mais donc, pour répondre à la question, il n'y aurait pas de zones humides non anthropisées. Et dans la bibliographie, on parle même de milieux semi-naturels, puisqu'en fait, ils nécessitent l'intervention humaine pour continuer, pour rester dans l'état où ils sont. Bonjour. Je voudrais vous poser une question, je ne suis pas du tout dans la partie. Vous avez parlé quand on défonçait grosso modo une zone humide, il y avait des zones compensatoires. Et moi je suis assez sceptique, parce que les zones auxquelles je pense, c'est des territoires qui ont mis, même si c'est une production humaine, ça relève de plusieurs siècles de construction. Et je me dis qu'est-ce que c'est concrètement une zone compensatoire? Parce que comment en l'espace de quelques années, ou je ne sais pas le temps qu'il faut pour mettre une zone compensatoire, on peut arriver à regagner ce qui a mis des siècles à se constituer. Et en fait, et je vous interpelle en tant que sachant ou interlocuteur, détenteur d'un savoir par rapport à ces territoires, notamment par rapport à toute la biodiversité qu'il peut y avoir ou toutes les modifications que ça entraîne. Comment vous pouvez vous positionner, ou quelles sont les lignes de conduite dans lesquelles vous êtes tenu de rester campé? C'est juste par rapport à la notion de zone compensatoire qui a été citée. Ça ne fait pas allusion à la compensation, c'est-à-dire une destruction d'une zone qu'on compense par la création d'une nouvelle. C'était par rapport au drainage, dans lesquels on recrée des petites zones humides qui sont censées jouer le même rôle que les précédentes, et pour détruire les pesticides qui arriveraient de manière massive dans les réseaux de drainage.
C'était ça la zone humide compensatoire. Et après, il y a une autre dimension qui est quand on détruit pour faire une route, une zone humide, on est amené à compenser par la création d'une sorte. Voilà. Donc c'est juste pour distinguer les deux, parce que c'est pas la même chose. Donc du coup, je pense que les étudiants, ce qui serait intéressant, c'est que vous répondiez à la question donc, de compensation. Qu'est-ce que vous pensez de la recréation d'une zone humide en compensation de la destruction d'une zone humide originale? Non, je pense que, en gros, on fait ça juste parce que, on peut plus, vu qu'on a tout. En gros, vu qu'on a tout drainé et que tout est retourné, on peut pas, on veut essayer de recréer ce qui a été fait avant, mais c'est vrai que, comme vous le dites, je pense que ça prend énormément de temps et donc c'est un peu illusoire de penser qu'on peut remplacer ce qui a été détruit par ce qu'on essaye de refaire, quoi. Parce que là, si on veut rigoler un peu, il y a un exemple, c'est les sociétés d'autoroutes. Donc tous les gens qui ont pris des autoroutes ont eu des bassins de rétention en eau. Bon, mais un argument, c'est de dire que ça, c'est une zone humide, par exemple, qui avait hébergé de la biodiversité, etc. Et c'est vrai que des fois, on peut voir un col vert qui s'est posé là-dedans, sans doute par mégarde. Voilà. Moi, je suis très intéressé par ce que vous avez dit. Les 3 exemples d'Evelyne, il faut des animaux. Et plutôt des bovins, des ovins, donc des trucs qui ne sont pas vraiment dans l'air du temps avec ces histoires de gaz à effet de serre et compagnie. Donc aujourd'hui, est-ce qu'une zone humide passe forcément par une gestion par des animaux d'élevage? Ou est-ce que c'est recommandé? Quels sont vos éléments biblios là-dessus? Alors, pour remettre en place les zones humides qui ont été fortement boisées ou anthropisées, il y avait quand même des actions purement humaines pour remettre en place ces zones humides, c'est-à-dire de l'arrachage des arbres, des utilisations purement mécaniques. Mais il faut se rendre compte aussi que ces actions mécaniques par l'homme ont un impact très fort sur l'écosystème qui est déjà en place, puisque, par exemple, par l'intervention de machines agricoles, on peut avoir un tassement des sols, on peut également avoir un endommagement donc, des espèces qui sont déjà présentes. Et c'est pour limiter donc, cet usage qui marque fortement le paysage qu'on a décidé de passer plutôt par les animaux et par donc, de l'élevage, qui par le pâturage essentiellement va pouvoir essayer de limiter donc, le développement des ligneux. Mais c'est vrai que quand la forêt s'est beaucoup installée, cela nécessite en premier lieu une intervention mécanique, mais qui a aussi des conséquences. Bon, puis, juste pour compléter la réponse, c'est qu'en fait, le comportement des animaux par rapport à la pâture, c'est là aussi la recherche de mosaïques de végétation, avec des pressions qui sont hétérogènes sur les communautés, on va dire, herbacées, par exemple. Et du coup, on va avoir différentes hauteurs qui vont être propices soit à la partie nourriture, soit à la partie nidification, etc. Et c'est-à-dire que les cortèges de végétaux vont aussi être modifiés par ça. Et c'est vrai que bon, la tondeuse ou la débroussailleuse, comme sur la station la photovoltaïque de Nadine Morano, ça n'a pas tendance à générer la même biodiversité, quoi. Du coup, pour aussi compléter, sur le Grand Est, pour le moment, l'herbe, on ne sait pas trop quoi en faire à part la donner à manger aux animaux. Donc il y a eu une période où on a beaucoup subventionné les plateformes de séchage pour faire du forage, etc. Mais l'ADEME est en train de faire une étude sur la valorisation des déchets végétaux aux zones humides en méthanisation. Voilà. On va avoir de belles ensileuses sur chenilles qui vont venir nettoyer tout ça. Le littoral, il va être beaucoup impacté par rapport à un retour naturel de ces zones humides. Et je voulais savoir dans quelle proportion est-ce que vous avez travaillé un peu sur le sujet inverse, c'est-à-dire que c'est plus le milieu naturel qui disparaît, mais c'est le milieu
donc humide qui revient par le fait de l'augmentation des niveaux des eaux, par exemple. Bon, après, pour vous aider un peu, vous avez vu la tempête Xynthia, par exemple, non, mais qui était quand même des zones qui étaient a priori relativement basses en altitude par rapport au niveau de la mer. Bon, là, il y avait un événement majeur qui a amené de l'eau là-dedans. Mais par exemple, aujourd'hui, la France a poldérisé une bonne partie de son littoral, hein, comme c'était le cas en Europe. Bon, le recordman, c'est les Pays-Bas, hein, qui étaient les spécialistes d'établissement des polders. Et aujourd'hui, dans certaines régions, on voit une dépoldérisation, c'est-à-dire que volontairement, l'homme, en fait, rompt le fonctionnement des polders pour renaturaliser quelque part les sites. Donc c'est pour l'instant, en tout cas dans nos littoraux, c'est pas la pression de la montée des eaux qui amène ça, c'est quand même une volonté humaine en général qui est derrière tout ça, quoi. Après, évidemment, si on dépasse les 14 degrés de réchauffement climatique, je pense que, nous on sera plus là pour en discuter, mais ça pourrait se faire naturellement. Mais pour l'instant, sur les littoraux, c'est quand même plutôt des choix de gestion qui sont faits, quoi. Après, ailleurs dans le monde, c'est peut-être autre chose, quoi. J'ai deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, c'est qu'en fait, votre conférence, elle s'intitule Zone humide et agriculture. Et finalement, dans agriculture, vous nous parlez surtout d'élevage. Est-ce qu'il y a d'autres activités agricoles que l'élevage qu'on peut concilier avec les zones humides? Parce que là, je réfléchissais comme ça, en dehors des rizières, je vois pas trop. Est-ce que préserver les zones humides avec l'agriculture, ça passe forcément par l'élevage? Il y a une diversité de produits qui peut être produite au niveau des zones humides, pas seulement de l'élevage. On a par exemple l'exploitation des roselières, donc, qui est valorisée par la fabrication de toits de chaume, par exemple. Et en France, actuellement, on n'a pas assez de production de roseaux pour pouvoir entretenir ces toitures. Et donc, il y en a une grande quantité qui est importée. Et donc, l'enjeu aussi des zones humides serait de pouvoir produire plus de roseaux, par exemple. Mais on a également, comme je ne sais plus qui l'a mentionné, mais par exemple l'exploitation du sel qui est effectuée dans les zones humides. On a également la riziculture, oui, en Camargue, mais la particularité en Camargue, c'est quand même une action purement humaine et qui est assez intensive actuellement. Et on a donc une grande diversité de produits dans les zones humides et qui n'est pas forcément de l'élevage. Merci. Et sinon, si je peux poser ma deuxième question ou... Vous avez présenté en fait un graphique où on voyait une évolution sur le temps qui s'arrêtait aux années 2000, où il y avait les deux pics là, en 96-97. Et après, vous nous avez dit qu'en 2005, on avait eu les bandes enherbées. Enfin, il y a eu quelques mesures en fait qui sont liées aussi au deuxième pilier de la PAC. Et je me demandais finalement, entre ce qui se passe avant 2000 et puis après 2000 avec les mesures qui ont été mises en place, est-ce que vous avez vu dans vos recherches qu'on observait une évolution au niveau de la qualité de l'eau et de la qualité des zones humides ? Je sais pas. Non, mais c'est pas grave. Alors, vas-y. On n'a pas de chiffres là tout de suite. Après, en agriculture, après les années 2000, il y a eu pas mal de mesures pour réduire tout ce qui est intrants et tout. Et aussi avec, pour faire attention à ce qui sortait des drains, etc. Et les infiltrations pour l'eau potable, etc.
Donc oui, il y a sûrement une amélioration de la qualité de l'eau après. Quoi Donc d'après Juliette, ça ne se voit pas actuellement encore. Voilà. Oui, il y a encore des pesticides et comme on a vu ce matin avec Bayer, il y a, en fonction des seuils qu'ils ont, il y a des pesticides qu'on n'a pas encore pu déceler sur la qualité de l'eau, par exemple, qui sont en quantité vraiment infime. Et en fonction de la précision des laboratoires, on va pouvoir déceler des quantités plus basses que, par exemple, en 2000, avec l'innovation, tout ça. Voilà. Oui, alors moi, ce que j'ai vu, donc c'est pas vraiment au milieu naturel, mais c'est que les zones humides ont été reconnues comme étant amélioratrices du niveau de qualité de l'eau parce qu'elles, maintenant, on les utilise en tant que traitement des eaux usées, en fait, en fin de chaîne. Maintenant, elles sont utilisées avant le rejet des eaux dans la nature. Donc je pense qu'il y a du travail sur ce point-là. Pardon ? Oui, c'est ça. Je crois que c'est Justine qui avait montré dans un très beau graphique l'impact de la PAC sur les gestions de nos amis exploitants agricoles, avec des années 96-97 assez difficiles. Qu'est-ce qu'il en est de la future PAC 2020 qui est en pleine discussion? Est-ce que vous êtes allé un peu regarder ce qui se racontait sur ces questions? Parce qu'on a l'impression qu'il suffit d'une nouvelle réforme avec un truc dedans pour qu'on se retrouve avec encore des milliers d'hectares qui se retournent. Parce que vous parlez beaucoup des zones humides, mais le retournement des prairies aujourd'hui, c'est pas Mathilde qui pourra dire le contraire, le retournement des prairies, c'est une catastrophe. Alors est-ce que vous avez pressenti dans cette PAC 2020 des éléments de confortation de protection ou pas? Donc pour le pic aussi des années 96-97, il y avait donc la PAC, le premier pilier favorise la céréaliculture, il y avait aussi le prix, un céréalier gagne plus qu'un éleveur, et c'était plus intéressant de faire de la céréale que d'élever des vaches. Et après donc la PAC 2020 normalement va un peu moins valoriser la céréale, et là le prix de la céréale en ce moment pousse pas forcément à faire de la céréale non plus. Donc c'est vrai que oui, on peut. Les agriculteurs vont pas mettre beaucoup d'argent dans du drainage pour ce que la céréaliculture rapporte actuellement, quoi. Bon, après, pour tempérer cet optimisme, on va dire que dans les zones notamment de polyculture élevage, les exploitations ont atteint une taille critique qui leur permet en fait d'abandonner l'élevage pour vivre exclusivement de la partie grande culture. Et du coup, notamment dans une région comme ici, on a vu récemment encore des gros tuyaux jaunes mis en place par des grosses machines avec quelque part un recul des surfaces fourragères, quoi. Mais bon. Du coup, pour rebondir sur la remarque d'Yves, sur le côté un peu politique, c'est vrai qu'il y a plusieurs gens que j'ai rencontrés pendant mon stage là, qui sont un peu indignés. Donc les élus, dans leur discours, ils commencent à intégrer le volet environnement et ils prônent donc le retour des prairies et le non-retournement. Mais quand on voit que la PAC autorise le retournement de prairies jusqu'à un certain seuil de la part de la surface toujours en herbe dans la SAU, ça fait un peu sauter en l'air tout le monde. Et du coup, sur les réflexions qui sont faites à propos du retournement des prairies permanentes, à ma connaissance, pour le moment, ce n'est pas encore un des points qui est au centre des discussions, parce qu'il semblerait que la réglementation PAC qui est en rigueur en ce moment, c'est-à-dire en dessous d'une diminution de 2,5% de la part des prairies permanentes dans la SAU du département, il est autorisé de retourner encore des prairies. Et visiblement, même si les élus continuent de prôner le retour de l'herbe et le non-retournement, ce critère devrait normalement être maintenu pour le moment.
Bon, après, si on est un peu pervers, on peut remercier les agriculteurs biologiques aussi, puisque bon, l'avantage quand on se convertit à la bio, notamment si on fait ça que pour 5 ans, c'est qu'on a le droit de retourner ses prairies permanentes. Donc effectivement, c'est aussi un point positif. Bon, je vais changer de sujet un peu pour faire bosser tout le monde. Je voulais parler de culture. Moi, je trouvais ça vachement intéressant ce que vous avez fait. Ça reprend bien l'historique. Et je me demandais pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin et le regard actuel sur les zones humides, parce qu'autant à une époque, ça a été tour à tour admiré et puis vu comme quelque chose d'hostile. Autant aujourd'hui, j'ai l'impression un peu que tout le monde s'en fout. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez déjà par le fait d'avoir fait l'exposé? Est-ce qu'avant vous y étiez sensible? Et aussi, là, ça me fait penser à ça parce que j'ai l'image de là juste en face, réserve naturelle. J'ai un peu cette impression de la nature qui se fait parquer dans des réserves naturelles, qui est éloignée. Et d'un autre côté, une possibilité d'agriculture qui pourrait intégrer les zones humides, avec un rapprochement entre l'homme et la nature. Et voilà, je sais pas, votre opinion sur... en fait, c'est juste la relation entre l'homme et la nature, et vous, votre sensibilité par rapport à ça. Moi, c'est un peu brouillon, je suis désolé. C'est le mot nature qui vous gêne? Non, c'est pas ça, mais je pense que actuellement, à mon avis, je pense qu'effectivement, oui, je pense que tu as raison. À mon avis, tout le monde il y a beaucoup de monde qui reste indifférent par rapport à ces zones-là, et je pense qu'un des leviers, ça va être la connaissance de ces milieux. Je pense que c'est à partir du moment où on connaît vraiment ce qui existe, le fonctionnement de l'écosystème et tout ça. Je pense que le levier pour faire connaître justement ces zones humides et pousser les gens à vouloir les protéger plus, c'est vraiment la connaissance, à mon avis. Après, voilà, je sais pas trop. Pour ce qui est de l'action sur la société, par exemple, pour des gens qui sont pas du tout d'un milieu agricole ou d'un milieu même d'études sur la biologie, je pense que voilà, un des principaux moyens de faire en sorte que les gens se sentent impliqués dans la protection de ces zones humides, c'est ça, c'est communiquer sur leur importance et sur leur rôle de régulation, de biodiversité, de cycle géochimique, etc. Voilà. Et si on prolonge la question, vous, dans votre vie professionnelle de futurs agronomes, comment vous imaginez justement intégrer ce niveau de connaissance dans vos pratiques, dans les enjeux que vous allez traiter? Ouais. Je pense que c'est assez important d'essayer de vraiment refaire un lien entre tout ce qui est agriculture, culture et zones humides, parce que c'est vrai que, comme tu le disais, il y a beaucoup de zones humides qui restent encore, qui existent encore aujourd'hui parce que elles sont protégées, donc sous la forme de réserves Natura 2000, de réserves naturelles ou autres. Mais c'est vrai que, je pense que le véritable enjeu, c'est d'arriver à conserver ces zones humides autres que en faisant des zones où on peut rien faire d'autre à part les protéger. Donc je pense que c'est vraiment ça peut vraiment être un enjeu dans l'agriculture de demain, d'arriver à conserver ces zones humides, voire même à en créer, et pour réussir à les gérer autre que en les rendant, en les isolant. Est-ce que c'est ça l'agroécologie? Je pense que ça peut en faire partie, c'est pas le seul, la seule solution de l'agroécologie. Je pense que l'agroécologie peut apporter beaucoup d'autres solutions à l'agriculture que cette situation. Mais je pense que pour la gestion des zones humides, c'est vraiment...
enfin, ça peut être un critère d'agroécologie qui est assez important. Je parle le plus important. Enfin, si. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la DCE, il me semble, à un moment. Oui, c'est ça. Directive cadre européenne sur l'eau. Vous en avez parlé, oui. Après, j'ai un peu l'impression qu'on a... Enfin, la DCE, elle a quand même quasiment 18 ans. Et je trouve qu'on stagne un peu au niveau de la protection de l'eau. Qu'il y a des choses encore qui sont assez incroyables aujourd'hui et qui sont juste du bon sens, en fait, quand on fait de la pisciculture. Dans un bassin versant qui est complètement agricole et qu'on a des périodes d'épandage qui sont énormes, mais c'est quand même incroyable qu'après on vende le poisson et qu'on essaye de le vendre à des consommateurs qui devraient le manger, quoi. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu accélérer les choses et dire que voilà, aujourd'hui, faut se bouger, quoi. C'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Si, moi je pense, je suis d'accord avec vous sur le point que ça fait, les services écosystémiques, on en parle, ça va faire 20 ans bientôt, 30 ans. Et au final, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Et je pense que c'est pour ça que du coup, il y a l'aspect économique qui est maintenant développé au niveau de ces services. C'est pour un peu faire évoluer les collectivités et le public en général sur ces questions qui sont vraiment importantes pour tout le monde. Merci. Au final, la notion de service écosystémique, elle est hyper difficile à appliquer parce qu'on a vu que la biodiversité, tout ça, c'est difficile de mettre une valeur économique dessus. Donc ça reste au final très déconnecté de la réalité. Et protéger les zones humides, non, c'est plus les intégrer. Et en fait, c'est pas vraiment une question, mais l'intérêt de la biodiversité, c'est juste que c'est pour permettre à la zone humide de se maintenir. Et on l'intègre parce que l'homme, il va juste sélectionner ce qui est valorisable et ce qui lui apporte quelque chose. Alors après, vous avez parlé de carottes, vous avez dit des primes, des MAE, des machins, etc. Et alors le bâton, il est où? Vous avez cité par exemple des intrants. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des taxes sur la consommation d'intrants qui seraient convertis justement en moyens mis à disposition pour soutenir ces zones d'intérêt écologique, par exemple? Après, c'est tout le problème de qu'est-ce qu'on fait de nos externalités. Bien sûr, le bâton, ça peut être utile, mais peut-être plutôt qu'une carotte d'un autre type, par exemple avec un droit à polluer ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des mots qui peuvent faire peur et qui peuvent faire réagir. Mais l'important, ça va être de comment on fait pour, pas forcément subventionner, mais pour trouver les fonds pour protéger et bien sûr intégrer les différents écosystèmes. Donc le vrai problème, il est là, c'est de réussir à faire comprendre à tout le monde que l'agriculture, ça produit pas que de la nourriture, ça produit aussi des externalités. Et comment on va réussir à les réintégrer dans nos systèmes. Alors moi j'ai une remarque pour aller dans le même sens que votre collègue. C'est très bien d'avoir monétarisé l'environnement. On l'a fait pour le carbone. Vous avez vu ce que ça a donné? Le marché du carbone, une catastrophe. Donc moi je comprends que les collectivités, ça a été dit, sont plus intéressées par des euros que par des papillons. Mais à partir du moment où on met le loup dans la bergerie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on monétarise quelque chose, ça a un prix. Quoi que t'en dises, ça a un prix. Et à partir du moment où quelque chose a un prix, ça s'achète, ça se vend, ça se détruit. Et il y a aujourd'hui des marchés aux États-Unis sur des dispositifs compensatoires. Je t'échange une zone humide contre 4 iguanes et 3 papillons. Et c'est un peu le problème qu'on peut avoir, c'est que moi je comprends très bien, pour sensibiliser les gens, si on n'en parle pas euros, ils n'en sont pas sensibles.
Mais à partir du moment où on parle euro, et ben voilà, le système le reprend, nos économistes brillants transforment ça en équation et on arrive à des catastrophes. En tout cas, ce n'est pas une question pour le coup. C'est une affirmation à l'euro. Voilà. Déjà, merci pour votre présentation. Moi, ce que je voudrais vous demander, c'est quels arguments vous donneriez à un agriculteur qui voudrait assécher une zone humide? Parce que je suis confronté à ça dans mon stage. J'ai un agriculteur qui a desséché une zone humide, il n'avait pas le droit. Et si demain je vais le voir, qu'est-ce que je lui dis et pourquoi il aurait dû la garder? C'est vrai qu'en termes économiques, je pense que c'est encore difficile de trouver un argument favorable au maintien des zones humides. Après, ça dépend toujours de la région dans laquelle c'est situé. Mais après, bon, comme l'a bien dit Erwan, il y a aussi des côtés positifs, des côtés positifs aux zones humides avec tous les services écosystémiques que ça apporte. Et après, faut arriver à montrer à l'agriculteur comment, à quel point ces services peuvent être importants pour lui, peut-être pour éventuellement les autres parcelles qu'il a ou je sais pas. Mais après, je pense que c'est difficile pour les agriculteurs qui se sentent pas forcément concernés par toutes les questions, directement environnementales, parce que je pense que tous les agriculteurs se sentent un petit peu concernés quand même. Mais s'ils n'ont pas vraiment un pied dedans, je pense que c'est difficile de se dire pourquoi j'assècherai pas et si ça peut me permettre d'obtenir une meilleure production. Donc c'est vrai que dans le monde actuel, vu que tout est vu un peu comme l'économie, comme on a vu avec la monétarisation des services écosystémiques que les zones humides peuvent apporter, je pense que c'est compliqué, mais il y a quand même des arguments positifs pour ça. Et c'est ce que toutes les mesures essayent de mettre en place pour c'est ce que toutes les mesures essayent de montrer pour qu'on ait quand même un maintien des zones humides. Après, je pense que l'exemple des zones humides, c'est un peu comme celui des haies, où aujourd'hui, on n'a plus une haie dans le paysage agricole. On sait que ça apporte beaucoup de services écosystémiques et malgré tout, les paysans continuent à la défricher. Aujourd'hui, quand il y a un aménagement du territoire, les collectivités s'engagent à replanter des haies. Au final, il n'y a aucune pérennité. Est-ce qu'une fois que c'est planté, les agriculteurs, ils les enlèvent et ils ne voient pas tout de suite ce qui se passe avec une haie? Et c'est vrai que expliquer à celui qui ne veut pas entendre, c'est difficile. Après, monétariser, je pense que ce n'est pas forcément la bonne solution. Il y a moyen de faire comprendre aux gens sans passer par l'argent. Et sinon, on tombe dans une dérive où on monétarise tout et on n'y arrive pas. Et justement, en expliquant, et je pense que ça passe par là. Je suis plutôt d'accord avec toi. Déjà, bon courage. Hein. Et à mon avis, la solution qui me vient tout de suite à l'esprit, ça va être au législateur de prendre des décisions. Et il faudra qu'on passe par là à un moment ou à un autre, parce que quand expliquer, c'est bien, mais comme on l'a dit, il va falloir passer aux actes. Et à mon avis, ça va passer par les lois. Et donc peut-être la prochaine PAC, même si ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour, mais d'une façon ou d'une autre, à mon avis, la solution, c'est de légiférer. Après, je suis concerné par ça aussi, du coup, parce que c'est légiféré. Il y a eu un arrêté préfectoral qui a été sur cette mise aux zones humides. Ça a été asséché. Et en fait, au final, la procédure est tellement longue que c'est un procès-verbal qui va être déposé sur le bureau du préfet et ça ne sera sûrement pas sans suite. Donc, c'est vrai que c'est bien de légiférer, c'est bien, mais il faut passer par autre chose. Et je pense que ça peut aussi passer par les emprises foncières qu'on attribue aux collectivités, justement, ou celles qui veulent s'engager puissent avoir l'emprise foncière au niveau de ces zones importantes, que ce soit des zones humides ou autre chose. Mais je pense que ça peut passer par là aussi.
Alors, est-ce que vous avez entendu parler des conservatoires, enfin, en Lorraine, le conservatoire des sites lorrains, parce que on pourrait imaginer que la zone d'intérêt qui a été décrite là, à la limite, il y a une acquisition qui soit faite par un... Alors, est-ce que vous pensez que c'est une voie d'avenir, ou est-ce qu'il vaut mieux convaincre tout le monde de l'intérêt de ces zones? L'exemple qui est au tableau, c'est un rachat par le conservatoire du littoral qui a été aidé par WWF. On peut imaginer des rachats par des collectivités territoriales type conseils régionaux, etc. Mais est-ce que finalement, c'est une solution pour vous? Je pense que ça fait 30 ans qu'on essaye de convaincre les gens que les zones humides, c'est bien et que, au vu des évolutions, c'est pas forcément... on n'a pas forcément eu moins de zones humides qui ont été détruites. Et donc je pense que ça peut être une des solutions. Après, comme en a parlé Joachim tout à l'heure, je pense que le maintien des zones humides, il ne peut pas se faire uniquement par le fait que les conservatoires rachètent un petit peu tout ce qu'il y a pour en faire des réserves ou pour éviter le remblaiement et tout ça. Mais, ça peut être une solution, mais je pense que c'est pas la seule qu'on doit trouver pour maintenir les zones humides. Du coup, pour un peu rebondir sur ce qu'a dit Marco, ce que moi j'ai vu aussi, c'est que les agriculteurs ils sont de plus en plus sensibles à l'image qu'ils renvoient à la société, et en particulier sur leur impact sur l'environnement. Et en fait, un des axes qui, à mon avis, est une des solutions, c'est le développement de filières. Parce que même s'il n'y a pas une rentabilité économique supérieure, donc ça veut dire si on crée une filière mais qu'on n'assure pas une valeur économique supérieure au système actuel, juste pour l'image plus positive que ça renvoie à la société, les agriculteurs, ils y vont, quoi. Par exemple, du lait de prairie, là je suis en train de travailler sur un dossier. La valorisation économique est clairement très peu, enfin un tout petit peu meilleure que du lait normal. Mais juste pour l'image sociétale qui est envoyée et même la sensibilité de l'agriculteur sur son impact sur l'environnement, tant qu'on lui assure un maintien au minimum de son revenu, il ira, quoi. Donc sans donner une valeur forcément en plus, je pense que rien que sur l'image sociétale, il y a du travail aussi. Bon, là-dessus, il y a eu des expériences dans les marais atlantiques ou même dans la vallée de la Loire avec la LPO qui s'était engagée avec des pratiques qui étaient justement reconnues comme favorables à la nidification des oiseaux. Après, ce sont souvent des filières qui s'essoufflent parce qu'en fait, il y a quand même un coût de mise en place des filières. Et donc, c'est vrai que si le consommateur derrière ne suit pas pour ne permettre au moins de rémunérer le fonctionnement de la filière, ça peut quand même assez vite s'essouffler. Mais bon. Bon, du coup, il n'y a pas que les filières qui s'essoufflent. J'ai l'impression que les questions se tarissent aussi. Donc, il ne nous reste plus qu'à remercier les étudiants pour leur travail. Et puis, vous souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous. Et remercier tous les gens qui ont contribué au bon déroulement de cet événement.